mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 19 000 personnes ont fui leur maison en raison de la guerre des gangs. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, dans son dernier rapport. Début mardi de la nouvelle année judiciaire, les responsables de plusieurs tribunaux de paix dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. L'Association nationale des propriétaires de stations-service appelle les autorités à mettre fin au détournement de camions-citernes remplis de carburant dans la zone de Vareux. Les tribunaux de paix de la région métropolitaine de Port-au-Prince fonctionnent dans de mauvaises conditions, selon plusieurs responsables interrogés par Métropole à l'occasion de la nouvelle rentrée judiciaire. Les tribunaux ne disposent pas de véhicules de fonction. Certains bâtiments où sont logés quelques-uns d'entre eux sont délabrés. Lors d'une visite de Métropole, des interrogés ont dénoncé cette situation déplorable et ont profité pour faire des recommandations aux nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Au milieu de marché public qui occupe totalement son entrée principale se trouve le tribunal de paix de Pétionville. Depuis des décennies, cette institution qui dessert la commune occupe le même bâtiment. Par beau ou par mauvais temps, le tribunal fonctionne et cet espace déjà exigu abrite également l'office d'état civil. Difficile de circuler, en raison du nombre de justiciables, l'espace semble totalement inadapté. Juges, avocats, simples citoyens, agents de sécurité se côtoient quotidiennement dans une chaleur étouffante. Un tableau qui choque l'administrateur du tribunal, Louis Enoronné. Il affirme avoir entrepris des démarches administratives pour obtenir une amélioration. Et fonctionnement tribunal de paix, nous n'avons pas un budget vraiment qui est alloué à tribunal là pour être capable de répondre. Par exemple, ou gagner, ou venir là où j'ai l'électricité. Bon, c'est l'électricité de l'État, mais les pas gain d'électricité, nous obligés de fonctionner dans le fait noir. OK? Bon problème de vraiment de toilette, ou gagner une salle jugio. Bon, actuellement là, gain des travaux que m'a fait de peinture que m'a fait dans le bureau mais c'est pas assez. Premièrement, toujours dire adresser des correspondances en ce sens au CSPJ. Au centre-ville, plus exactement au Champ de Mars, se situe un autre tribunal de paix. L'accueil y est meilleur et l'espace plus grand. Par contre, nul n'accepte de parler des conditions de travail. Chacun est dans son bureau, les justiciables sont peu nombreux et malgré l'insistance de l'équipe de Métropole, personne ne veut s'exprimer. Toutefois, quelques citoyens qui s'y rendent régulièrement révèlent que les conditions de fonctionnement du tribunal sont préoccupantes. Au tribunal de paix de Delma, comparativement au précédent, les conditions sont meilleures. Les salles sont climatisées et bien que l'espace soit bondé de gens, l'accueil est plus agréable. En revanche, le tribunal fait face à des difficultés liées aux troubles sociopolitiques, explique le juge titulaire Jean Bello Donissin. Le plus gros problème que nous avons, c'est le problème de l'environnement, parce que souvent, tout a été pourri, tiré, bon sous stress, on va côté pour faire pour aller. Le plus gros problème là, c'est le problème de l'environnement, le problème tiré, on a Tant bien que mal, les tribunaux fonctionnent. Les conditions qui y règnent vont de difficiles à déplorables. Une réalité qui interpelle les organisations de défense des droits humains, notamment le RNDDH, qui a dressé un rapport sur leur situation. Le juge de paix du tribunal de Pétionville, Louis Enoronné, estime que le contenu traduit les faits. Mais dénoncer c'en est un. Il faut ensuite passer à l'action, dit-il. C'est en ce sens qu'il formule des requêtes à l'intention des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et me souhaiter que le Conseil qu'il a actuellement, qui fait qu'installer, a pris ça en charge pour retirer le tribunal là, mettez-le de l'autre côté.
ok, parce que pour problème génératrice, problème toilette, un paquet de problèmes qui vraiment récurrents et capable non seulement qu'à joindre dans le tribunal de paix Pétionville, mais joindre dans l'autre tribunal. Peu de temps après l'installation des nouveaux membres du Conseil du pouvoir judiciaire, des responsables des tribunaux de paix de la capitale exigent déjà de meilleures conditions de travail. Des revendications qui ne sont pas nouvelles et qui provoquent à chaque fois des mouvements de grève. Les tribunaux de paix peuvent-ils espérer une amélioration de la part de cette nouvelle administration? Difficile de répondre. Par contre, si on ajoute les revendications des tribunaux de paix à celles du palais de justice, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas une injustice. Guy Trichoisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous ne sommes pas les principaux responsables de la détention préventive prolongée dans le pays, c'est ce qu'a fait savoir le juge Jean-Wilner Morin. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, le président de l'Association des magistrats haïtiens a indiqué que les juges sont toujours disponibles, mais que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent travailler comme il se doit. Le numéro 1 de l'ANAMA propose que la détention préventive prolongée soit résolue par la comparution immédiate et la prise de décision au niveau des cabinets d'instruction. La détention préventive prolongée est politique. Politique? Ah oui, politique. Excusez-moi. Pas gagné un ministre de la Justice qui a venu que son premier discours, c'est pas pour résoudre la détention préventive prolongée. Pas un chef de l'État, un premier ministre qui jamais venu depuis moi me connais moi là dans le système là que son premier discours c'est pas résoudre le problème de la détention préventive prolongée. Semblait si on résout le problème là, pas bien discours encore. Parce que peut-être dossier au vide, il pas comment pour faire politique de justice pour présentant politique pénale, élaborer une politique pénale pour le gouvernement, donc ils ont quitté la détention préventive prolongée comme un outil pour être capable de discourir. Mais, bon, très bien, on se le rappelle tous dans ce pays, et surtout à Port-au-Prince, que l'ancien parquetier, l'ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Eros Villard, il a attaqué le taureau par les cornes. Il a commencé à traiter question de détention préventive prolongée. Et bon exemple, nous avons la loi en Haïti qui parle de la comparution immédiate. Mais vous savez que la comparution immédiate, c'est même procédure ça utilisée dans certains pays, par exemple Chili, et qui bat résultat. C'est-à-dire, la personne est venue, au lieu de renvoyer cette personne en détention, il y a un juge qui est là pour regarder le dossier et prendre une décision. Si mon nom doit aller au correctionnel, le juge immédiatement. Si mon nom doit aller au cabinet d'instruction, il voit dans le cabinet d'instruction. L'ancien commissaire du gouvernement et le doyen Bernard Sanville s'étaient entendus pour que les magistrats restent après 2 heures de l'après-midi pour traiter ce genre de dossier. Et dans chaque cabinet d'instruction, il y a 2-3 juges qui étaient après 2 heures de l'après-midi. Moi-même, qu'on a quitté le bureau à 5 heures de l'après-midi au bicentenaire. Laisse un bicentenaire, pas trop ça. On a quitté le bureau à 5 heures de l'après-midi parce que moi, j'étais en permanence. Il y a qu'on mettait des juges en permanence. C'est-à-dire que le juge allait après l'heure. Mais qui ça au ministère de la Justice, pas qu'à entendre avec CSPJ pour le faire là, pour mettre en application la loi de la comparution immédiate. Vous t'avouez que la population carcérale a réduit. Laissez-moi vous dire, la majeure partie de certaines organisations internationales agissent dans le domaine de la détention préventive prolongée. Or, c'est un problème qui peut-être qu'on peut résoudre. On peut résoudre ce problème. On se sert des justiciables comme vos commissaires, comme Michel Canon. Malheureusement. Et des fois, on jette le tort sur nos autres magistrats. Mais non, nous ne sommes pas les principaux responsables.
Vous avez bien dit, vous n'êtes pas les principaux responsables. On n'est pas les principaux responsables. Vous avez bien dit, on a compris aussi. Et ça veut dire, cela ne veut pas dire que, quelque part... Vous n'êtes pas responsable. On n'a pas tort. Et oui, il existe dans notre milieu, dans notre corporation, des paresseux. Dans son dernier rapport, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a indiqué que la guerre des gangs a fait plus de 19 000 déplacés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et particulièrement dans les communes de Carrefour, Cité-Soleil, la Croix-des-Bouquets, Delma et dans le quartier de Martissan. Le secrétaire général souligne que les affrontements meurtriers ont également entraîné une restriction de l'accès aux routes dans 4 départements du sud du pays, donnant lieu à des pénuries de produits de première nécessité, tels que le carburant, et paralysant encore davantage l'activité économique. Le BINU note que la capitale constitue l'épicentre des violences armées. Du fait de la recrudescence de la violence entre bandes rivales dans les parties sud de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, environ 75% des actes criminels et des troubles civils majeurs survenus dans le pays de mai à août 2021 ont été enregistrés dans le département de l'Ouest, précise le rapport. La rareté de carburant se poursuit dans la capitale et dans certaines villes de province. Dans la foulée, l'Association nationale des propriétaires de stations-service appelle les autorités à mettre fin au détournement de camions-citernes remplis de carburant dans la zone de Vareux. Le phénomène a pris une telle ampleur, selon Marc-Antoine Derifonce, le président de l'ANAPROS, qu'il craint une pénurie totale de carburant. Suite aux derniers enlèvements des membres de certaines églises protestantes, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, des fidèles avouent se rendre au culte avec beaucoup d'appréhension face à l'insécurité grandissante qui fait rage dans le pays et notamment les actes de kidnapping dont sont victimes les religieux ces derniers temps. Beaucoup de fidèles préfèrent remettre leur sort à la providence et en décidant de vaquer à leurs occupations. Les bandits font la loi, l'État est incapable de rétablir la sécurité dans le pays, mais Dieu y pourvoira. Moi, je finis juste pour me prier Dieu parce que nous avons un pays pas tellement d'insécurité et après tout, c'est nous-mêmes qui détruisons le pays nous encore. Donc, tout ça qu'a fait, je pense que si tu as une entente, si tu as une sécurité, je pense que le pays nous a fonctionné. Immédiatement, on ne vient pas gagner assez de sécurité en plus, pas venir un bon gouvernement, ça va nous permettre que nous-mêmes nous venons diriger propre tête pour compte nous. Parce que imaginons là vient l'église, on va pas attendre à ce qu'on arrive là caillou, dit qu'on pas même qu'on a qui sont pas l'attendre. Yo seul bagage que nous cadre, nous devons sincère avec tête nous. Ces sociétés a pour arranger pour problème de sécurité a fini. Si société a pas arrangé. Donc c'est pas un leader principal, un leader qui est capable avec société. Donc problème de sécurité elle pas résoudre. On met tant d'aide, c'est l'appelé ou bien l'amour sans jour, non, quel que soit le nom que vous avez. Donc c'est humain que moi j'étais certain qu'il y a un monde qui vous attend. Tout ce que nous avons besoin, c'est que nous avons besoin d'un leader conséquent. L'église est un espace qui doit respecter en dépit de tout. De nos jours, ça qui passe à Haïti, base là c'est l'État. L'État tellement faible, l'État pas une responsabilité, l'État pas prend responsabilité, l'État pas contre salier, l'État pas... J'ai l'impression que l'État pas contre silence laisser la terre. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, peuple, nous-mêmes sociétés, l'Église vient souffrir aussi. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons prié premièrement pour bon Dieu toucher le cœur pour repentir. Mais si on n'a pas repenti, nous sommes 34 les dit, le malheur tue le méchant. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître tout. Bon moment, il faut gagner assez. Bon moment, ça finit. Dès pour que les âmes mettez 100 moun à terre, ou faire moun méchant kidnapper moun, premièrement, on gagne compte avec le ciel, mais on gagne compte avec la nature aussi. Parce que soit faire son semence, il mettre préparé pour récolter. C'est-à-dire nous-mêmes comme chrétiens, nous avons que moun ça pour changer. Parce que ils sont victimes sociales d'abord. Mais s'ils comprennent que ils ne peuvent pas changer,
ça, nous passons l'autre vitesse. L'autre vitesse, ça, c'est dans la prière. Parce que la Bible parle, nous-mêmes comme chrétiens, nous connaissons que, et il faut nous prier. Prier dans notre dimension pour nous gagner la paix. Dans Timothée, il dit que pour nous vivre paisible et tranquille, c'est prier pour l'autorité, prier pour le monde que bon Dieu place en dignité et en élévation, pour capable au moins, bon Dieu pas toucher le cœur, au moins à gagner une bonne décision. Je veux dire, il y a un plus gros problème dans le pays, c'est une panne de leadership. Nous-mêmes comme chrétiens, nous avons prié, mais nous avons veillé tout. Parce que je dis, m'a dit, tout pasteur, tout le monde qui est responsable d'église, il faut nous veiller. Vendredi dernier, nous avons abordé la question du phénomène des mototaxis. On vous avait annoncé une suite pour aujourd'hui, mais déjà, j'avais entamé cette discussion en déclarant, rappelez-vous, tout le monde est au courant du phénomène des mototaxis. Mototaxi, bénédiction pour les uns, cauchemar pour les autres. Nous avions vu rapidement en quoi c'était une bénédiction et en quoi c'était un cauchemar. Aujourd'hui, nous allons continuer, toujours avec William Savary. Bonjour William. Bonjour Serge, bonjour Métropole, bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus en détail et voir par exemple ce que représente la consommation des mototaxis sur le plan national, et ensuite peut-être voir combien de temps il faut pour amortir l'achat d'une moto. Je vous rappelle qu'une moto coûte en moyenne $1000, c'est-à-dire 100 000 gourdes. Et combien de temps il faut pour amortir une moto dont les utilisateurs nous ont dit que les mototaxis, ça durait à peu près 3 ans, à cause d'un usage quand même assez intensif. Donc, William, on va commencer par la consommation. Combien consomment les motos sur le marché national? Bon, sur le marché, les motocyclettes qui sont vendues, ce sont des 150 cc. Donc, le marché, c'est vraiment les conditions dont nous avons, comme nous connaissons en Haïti aujourd'hui, c'est la condition des routes, etc. Donc, ce sont les 150 cc qui se vendent. Maintenant, les motomans, les chauffeurs de mototaxi consomment à peu près 3 gallons par semaine. Donc, si nous avons 100 000 motos, ça nous donne 300 000 gallons de consommation de gasoline par semaine. Par semaine, oui. Maintenant, avec 52 semaines, donc ça nous met déjà à 15 600 000 gallons. Pour l'année. Pour l'année. Et maintenant, si on prend que les gallons sont à $2,50, donc ça nous fait 39 millions de dollars de consommation d'essence pour les motos en Haïti. Bon, OK, on arrondit à 40. Donc on arrondit à 40. 40 millions de dollars pour la consommation en gasoline des motos par an. Par an. 40 millions. 40 millions de dollars. Maintenant, ce qui additionne une pression sur la valeur de la monnaie. Ce qui peut, donc, et l'augmentation du prix de la gasoline aussi fait que les dépenses de consommation sont également plus élevées. Bien entendu. Et cette augmentation sur la consommation sont passées directement aux consommateurs. Donc, les motos jouent un rôle très important et en matière du niveau de l'inflation dans le pays. Et oui. Évidemment, quand on voit les motos qui font du rodéo dans la rue, on n'imagine pas qu'il y a un poids économique très important derrière. Bien sûr. Derrière tout ça. Et en plus de l'inflation, le fait que on est obligé d'importer beaucoup plus de pétrole pour satisfaire leurs besoins, ça aussi met de la pression sur la gourde. Maintenant, peut-être qu'il existe une façon de procéder pour diminuer la consommation de l'essence pour les motos et peut-être contribuer. Et toute décision qui aurait pu être prise pour réduire cette consommation pourrait être favorable à la stabilité de la monnaie ou au taux de change. Ouais. Bon. OK. Autre chose aussi qu'on a constaté, enfin moi je l'ai constaté dans mon entourage immédiat, il y a des tas de gens qui rêvent d'entrer dans ce business. Des tas.
j'ai eu des demandes de jeunes qui sont venus me voir. Ah, monsieur Klein, prêtez-moi comme là. Je me dis oh non. Je dis oh non, parce que numéro 1, pas un comme là. Mais numéro 2, la moto, c'est pas l'Eldorado. Et si on fait le calcul de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte et de ce que ça coûte, donc ça, je vais vous laisser le faire, et on se rendra compte qu'il y a peut-être de meilleures façons de s'en sortir. Mais il y a de meilleures façons il y a toujours de meilleures façons de s'en sortir. Mais la seule chose, toutes les fois qu'il y a un investissement, la personne qui prend le risque d'investir doit s'attendre à une chose qui a un certain niveau de certitude, c'est que il y a la possibilité de tout perdre. Ben oui. Ouais, ça c'est la première chose qu'il faut réaliser. Oui. Et parce que un investissement dans quelle que soit l'entité, c'est un risque. Et toutes les fois des investissements, il n'y a pas de garantie dans les investissements. Donc on peut réussir de même qu'on peut échouer. Donc, et dans le cas des motos, évidemment, le risque le plus ultime, c'est celui de l'accident qui, si le motoman, comme vous l'avez appelé, a de la chance, il n'y aura que la moto qui subira des dégâts, mais ça peut aller jusqu'à des fractures et hélas aussi jusqu'à la mort. Absolument. Okay. Et là, comme il n'y a pas d'assurance moto, il n'y a pas d'assurance, les compagnies d'assurance n'assurent pas les motos en Haïti, bon, donc c'est une perte sèche. Absolument. Maintenant, perte totale. J'ai eu une conversation avec un médecin qui est très impliqué dans les soins de santé, dans les soins de santé, et qu'il me dit que à peu près 30% des cas qu'il voit à l'hôpital général sont liés aux motos. Bien sûr. 30% des accidents. Et il n'a pas voulu me donner de chiffres sur les morts qui ont suivi aux accidents. Et il me dit qu'ils sont assez considérables. Donc ça, ce sont les premiers risques. Et les seconds risques, c'est le vol. Une moto, parce que là, quelqu'un qui conduit une moto, par exemple dans les quartiers de Pétionville, et si cette personne a un passager qu'il doit conduire à Delma, arrivé à Delma, il est un étranger dans le quartier où il arrive, donc il est sujet à peut-être, il peut être cambriolé. Et la moto peut être carrément confisquée de lui. C'est ça. Donc, il y a ça. Ensuite, nous avons le fait que les routes soient aussi mauvaises. Donc, il y a les risques de réparation sont multipliés. Et aussi la négligence de celui qui conduit la moto peut additionner. Donc, en dehors de tout ça, il y a aussi les avantages. Et les avantages, c'est que si la personne peut vivre avec les risques, donc il y a des avantages qui alors, essayons de rentrer dans les détails. Rapidement, une moto, vous m'avez dit, rapporte en moyenne à son propriétaire 1000 gourdes par jour. 1000 gourdes par jour. 1000 gourdes par jour, OK. Alors, à partir de ces 1000 gourdes, il faut qu'il, quand même, mette de côté un peu d'argent qui, au bout de 3 ans, lui permettra de remplacer sa moto. Absolument. Vous avez calculé, c'est à peu près 100 gourdes. 100 gourdes, c'est ça. OK. Donc, il met de côté 100 gourdes, il lui reste 900. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. On vient de nous dire qu'aujourd'hui, on ne mange pas à Port-au-Prince, même chez les machines de fritaille, pour moins de 250-300 gourdes. Disons 250 gourdes. OK. Donc 100 plus 250, ça fait 350. Okay. Il lui reste 650. 650, il faut quand même qu'il mette un peu d'essence dans la voiture. Dans la moto. 550. OK, maintenant, l'essence, il faut dire qu'il achète 3 gallons. 3 gallons pour la semaine. Pour une semaine. D'accord. Donc ça lui donne 600 gouttes pour la semaine. OK, donc disons l'autre 650 gouttes. OK, donc 100 plus 250 plus 50, ça fait 400. Il lui reste 600. 500. Parce qu'il y avait déjà 900. On travaille à partir de 900. Ah, 900, pardon. Oui, et non pas à partir de 1000, c'est exact. Oui, à partir de 900. Bon, maintenant, s'il a une famille, il faut qu'il rapporte un peu d'argent à la maison aussi. Maintenant, ce que l'on peut constater, de ce qui lui reste, 500 qui lui reste, s'il y avait une structure en place qui lui permettait d'économiser
100 goudes, en plus des 100 goudes qu'il met de côté pour le remplacement de la voiture. De la moto. Oui, de la moto. C'est quelqu'un à la fin de l'année qui aurait pu avoir une épargne de 100 000 goudes. Ouais, ce qui pourrait être considérable dans la vie de quelqu'un qui conduit une moto. Ouais. Et ces 100 000 gouttes, si c'est un investisseur qui achète la moto et qui loue la moto, bon, cette personne peut aussi avoir une rentrée de 100 gouttes tous les jours. Donc s'il a 10 motos, on multiplie par 10. Oui, mais si elle a 10 motos, au départ, ça fait quand même un petit investissement qui n'est pas petit. Bon, tous les investissements sont substantiels. Voilà, c'est ça. Parce qu'avec 10 motos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui rentre dans le business du transport en commun. Voilà, oui. Non, je connais des gens qui sont propriétaires de plusieurs motos qu'ils louent. C'est ça. À des motomates. Mais là, le risque est encore plus grave parce que quand on est propriétaire de sa moto, on la soigne, on la bichonne, on en prend soin. Mais quand on est locataire, et ça c'est vrai de tous les locataires du monde, quand on est propriétaire de sa maison, on la soigne. Quand on est locataire, on s'en fout. En fait, je peux vous dire que ça ressemble au business des brouettes d'autrefois. Ah oui, qui était loué à $1 par jour. Absolument, les brouettiers. Les brouettiers, c'est ça. Oui. Donc c'est le même modèle. J'ai connu quelqu'un et j'ai visité qui était propriétaire de 1000 brouettes. Okay. C'est un monsieur qui se faisait $1000 chaque matin. Okay. Parce qu'il y avait une brouette qui restait dans le parking. Donc, on se comprend. Donc, parfois, ce qui est intéressant, les gens s'amusent à dire que le pays ne produit rien, qu'il n'y a pas d'opportunités, qu'il faut quitter le pays. Mais il y a des opportunités qui sont là, au-devant de nous, que les gens ne voient pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps pour en chercher. D'accord. Mais dans le cas des brouettes, j'ai connu quelqu'un qui était intéressé à créer de la concurrence, et M. Moury. Bon. Ça, c'est les risques du marché. M. Moury, rapidement. Maintenant, pour ce qui est des motos, je crois qu'il faut quand même insister pour dire que oui, ça peut évidemment aider, ça peut faciliter la vie, mais il ne faut pas s'attendre à faire fortune avec une moto. Oui, maintenant, il faut aussi dire que les motos ne devraient pas être une finalité. C'est peut-être transitoire en attendant qu'ils puissent avoir des politiques publiques pour organiser le transport en commun. Et donc là, ça devait être le but. Merci pour la transition, parce que nous aurons encore un chapitre sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le chapitre des motos en Haïti. Notre ami William Savary a imaginé une solution dont nous vous parlerons dans quelque temps. C'est faramineux, c'est extraordinaire, mais on aimerait aussi avoir votre opinion. Il est évident qu'il faut mettre de l'ordre dans ce secteur. L'anarchie qui règne au niveau des conducteurs de motos est insupportable, que ce soit par les pertes de vie, les accidents, et puis bon, etc. Sans compter aussi, hélas, malheureusement, que la plupart des agressions qui se font dans la rue se font à moto. Je ne dis pas que ce sont les mêmes, mais bon, l'image de la moto n'est pas très positive quand on sait qu'ils servent surtout à toutes les agressions. Donc, on aimerait avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait pour régler un peu cette question des motos? Nous vous donnerons rapidement une adresse email où vous pourrez nous faire parvenir vos suggestions. Nous autres, nous prendrons l'ensemble des suggestions, nous les analyserons et nous en ferons un résumé que nous vous présenterons en même temps que le plan de William Savary, qui est peut-être chargé. Mais bon, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Merci William, bonne fin de journée et bonne fin de journée à vous également. Merci Serge. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.